Les syndicats et les travailleurs qui les représentent sont plus que jamais en tête des préoccupations des gouvernants en cette rentrée quelque peu tumultueuse. Encore hier, le président de la République se félicitait d'avoir pu à ce jour tenir tous ses engagements financiers vis-à-vis des travailleurs, des dettes héritées, en l'occurrence de 2016. Yahi Boni ne voit pas les choses de la même façon et n'a pas manqué d'ailleurs de le signifier. Ce sera le premier sujet de notre duel de ce dimanche. Le duel, c'est parti. Bonjour Delors Faton. Bonjour Xavier. Bonjour Antoine Aboukonou. Bonjour Xavier. Alors, Talon contente les travailleurs, Yahi Boni s'en offusque. Est-ce que vous avez suivi ce dernier développement? On a eu le président de la République a reçu les syndicats vendredi passé pour une brève concertation où il a été annoncé, voilà, une énième tranche pour apurer un peu toutes les dettes entretenues vis-à-vis des travailleurs depuis belle lurette. Je pense que au sorti de cette rencontre, que ce soit les syndicats, que ce soit le gouvernement, tout le monde était pratiquement sur la même longueur d'onde. Hier, on a eu la sortie de l'ancien président de la République qui ne se reconnaît presque pas du tout dans cette description de cet état d'appurement des dettes de l'État, qui ne se reconnaît dans une partie de son discours, ne reconnaît pratiquement pas, en tout cas n'est pas au courant que sa mandature est entretenue, c'est les dettes avérées, vis-à-vis des travailleurs. Qu'en avez-vous pensé? Je pense que c'est la bonne guerre. C'est la bonne guerre parce qu'il faut désormais considérer Boni Yahi non pas comme un ancien président exclusivement, il faut le considérer aussi comme un homme politique. Oui. Parce qu'il est partisan de partis politiques. Il s'est déclaré membre aujourd'hui, hier membre de FCBE, aujourd'hui membre démocrate, même si encore les démocrates ne sont pas encore formellement reconnus. Ça veut dire qu'il faut d'abord prendre le discours tenu par Boni Yahi hier, son message comme un message d'abord politique. Et si c'est un message politique, parce que le message de Parti Talon c'est un message politique. Il a répondu à un message politique, pas un message politique. Mais ce qui intéresse les Béninois, ce n'est pas cette guerre de message politique qui nous intéresse. Est-ce que dans le fond, ce que les deux disent, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait avancer le Béninois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet aux travailleurs béninois de se sentir mieux dans leur peau? Est-ce que d'hier à aujourd'hui, ce que Boni Yahi a fait en matière d'allégeance salariale, tout le monde le connaît. Personne ne peut nier qu'il n'a pas fait beaucoup, il a fait assez pour apurer les dettes de l'État en ce qui concerne les arriérés et consorts. Si aujourd'hui, Parti Talon s'y fait un effort et que les travailleurs individuellement se sentent à l'aise dans leur peau, c'est ce que veut le peuple béninois. Mais quand on va rentrer dans le débat politique, on pourra dire tout le reste. Parce que le contexte dans lequel Parti Talon a annoncé ce nouvel appurement de la dette, c'est un contexte hautement politique. Parce que depuis une semaine, on a commencé par susurrer sur les réseaux sociaux et dans les médias qu'il est désormais candidat. Je dis susurrer parce que le point de presse la dernière fois n'a pas formellement dit qu'il est candidat. Et personne ne l'a encore vu. Quelque part le dit. Mais il y a des journaux quand même crédibles qui l'ont dit. Et si c'est quelques jours après ça qu'il vient annoncer 15 milliards, on a dit, 15 milliards pour les travailleurs, en tant qu'acteur politique, je me dis qu'il est venu passer un message politique. Et ce message politique avait besoin d'une réponse politique. Et Boni Yahi a donné une réponse politique à ce message politique parce que non seulement il se voyait indexé en tant qu'ancien président, mais il se voit aussi damer le pignon éventuellement s'il ne dit rien. C'est comme si lui n'a jamais rien fait et que c'est maintenant Parti Talon qui fait quelque chose. Et s'il ne sort pas, c'est comme si ceux pour qui il est d'une caution, à savoir les démocrates, ne peuvent pas profiter de sa caution. Vous comprenez? Il devrait réagir. Et c'est ce que moi j'aurais voulu. Si j'ai lu le message hier, je n'ai pas vu ce message de guerre entre deux individus qui nous fatiguaient de par leur querelle que nous connaissons depuis 2011. Mais aujourd'hui, c'est un message qui est resté purement dans le cadre des chiffres et dans le cadre de la politique. Si ce n'est que de ces jeux de messages politiques,
je dis que nous serons heureux de les avoir. Parce que personne ne peut empêcher Boni Yayi de rester acteur politique jusqu'à la fin de sa vie. Et demain, par cet talent, personne ne peut l'empêcher aussi de rester acteur politique s'il quitte le pouvoir. D'ailleurs, Soglo est toujours acteur politique à ce jour. Il n'y a pas de polémique, tout n'est pas qu'il sort. Sur la même question. Oui, je crois que M. Delofaton a déjà ébauché un pan de la question. C'est-à-dire que, au fait, la sortie du président Yahi Boni est une sortie purement politique. Parce que certainement, il aurait fait l'analyse en disant que le président Patrice Talon, à travers cette sortie, est en train d'annoncer des effets politiques. Je suis d'accord avec M. Delofaton, mais je voudrais nuancer. Je voudrais nuancer en disant que c'est vrai, nous sommes des acteurs politiques, mais il ne faut pas tout le temps faire la politique. Parce que lorsqu'il s'agit des choses sérieuses, on peut se passer et faire, parce qu'on a tout le temps, ce n'est pas la seule occasion que le président Yahi Boni a en tant que militant du parti en gestation, les démocrates, pour faire la politique. Parce qu'aujourd'hui, en l'espèce, il s'agit quand même des dettes que l'État béninois veut apurer à hauteur de 15 milliards. Est-ce que la dette existait avant, certaines dettes existaient avant le président Yahi Boni, ou bien tout ça là? Est-ce que c'est ça qui est important? Ou bien c'est la dette qu'on veut apurer pour les travailleurs qui est important? J'aurais préféré peut-être que, à travers la sortie du président Yahi Boni, qu'il aurait invité le gouvernement à respecter sa parole pour que les travailleurs puissent effectivement rentrer en possession de leur dû avec effet immédiat, tel que le président a dit. Ça aussi, on peut faire la politique de cette manière. Mais faire la politique pour montrer que tout ce qui se fait est noir, même si on est en face d'un tableau blanc, je crois que c'est pas bon. Et le président Yahi Boni, contrairement à ce que M. Delofaton dit, est beaucoup plus perçu par les Béninois en tant qu'ancien président de la République qu'un militant d'un parti politique. Et à ce titre, j'aurais invité le président Yahi Boni à en tenir compte. Parce que un président, un ancien président quand même, c'est un homme respectable. Et le président Yahi Boni a dirigé ce pays pendant 10 ans et avec tout le respect dû à son rang, je ne souhaiterais pas qu'il s'expose. Parce que après cette déclaration, il y a eu des commentaires qui sont allés le soutenir politiquement, comme il y en a eu d'autres qui se sont moqués de lui. Et moi, des fois, quand je lis, je dis, bon, est-ce que le président Yahi Boni mérite tous ces commentaires? Mais je l'accepte parce que personne ne lui a dit de donner cette réponse-là pour quand même permettre aux gens de faire tous ces commentaires sur sa personne. Oui. Donc, vraiment, moi, je souhaiterais qu'ils perçoivent sa double dimension en tant qu'ancien président et militant d'un parti politique pour savoir rester au juste milieu. Oui, une question s'impose quand même. Est-ce que, on sait tous que cette question des travailleurs, cette dette contractée au rythme des différents mandats, est-ce que c'est quand même, est-ce que c'est crédible qu'un ancien président ne soit pas au fait de la réalité des chiffres? Parce que ce que Yahi Boni dit dans la première partie de sa réponse, c'est qu'il remet en doute clairement, qu'il ne reconnaît clairement pas que voilà, son mandat est contracté tel type de dette avec les travailleurs. Est-ce que c'est crédible? Vous parlez de réponse politique. Est-ce que, bon, c'est normal qu'on en arrive à ce point? Parce que les chiffres sont quand même connus. Parce que, pourquoi la question est importante? On a vu ces derniers mois qu'on remettait en cause systématiquement tout ce qui était chiffres du côté de ce gouvernement. Si le gouvernement publie, quels que soient les chiffres qu'on publiait, ah non, il y a théorie du complot sur ces chiffres. Et là, est-ce qu'on ne franchit pas un Rubicon quand un ancien président de la République
remet clairement en cause ce que le gouvernement, le gouvernement qui lui a succédé dit, surtout en cette question concernant les travailleurs. Vous savez, c'est en ça que la démocratie, elle a des vertus. Et c'est pour ça que je ne cesserai jamais de faire le combat de la démocratie. Il faut que la démocratie soit effective dans ce pays. Ce problème que vous posez, ça pose deux problèmes seulement. Il aurait fallu que des médias, comme vous, d'autres médias, invitent un ancien ministre de Bouni-Yaï qui a jeté la finance. Peut-être l'ancien ministre Komi Kouti, malheureusement, qui n'est pas venu au pays, qui n'est pas au pays pour les questions que nous connaissons. Il aurait fallu seulement que Komi Kouti soit là. Et qu'on organise un débat contradictoire avec les chiffres. On va le faire. Avec les chiffres, qu'il est là avec le ministre de la Finance. Sur un plateau, ça peut être sur la chaîne nationale ou un plateau où les deux viennent avec les chiffres nous convaincre. Parce qu'on ne peut pas remettre en cause ce que Bouni-Yaï a dit intégralement. Même si c'est politique, on ne peut pas remettre parce qu'il est un ancien chef de l'État. Il est encore vivant, il est resté au pouvoir et il a les chiffres. Aujourd'hui, ceux qui sont là ont des chiffres. Qu'ils fassent une confrontation ou des cadres à des niveaux de responsabilité élevés au niveau de la ministère des Finances viennent ou du ministère du Travail. Ceux qui ont défendu l'ancien régime et ceux qui sont là aujourd'hui, qu'ils offrent un plateau où les chiffres ont... Parce que c'est ça la démocratie. Est-ce que le plus important, c'est que les syndicalistes n'aient pas nié? Puisque de toute façon, c'est eux que ça concerne en premier lieu. Non. Quand vous avez des dettes, quand on contracte des dettes, quand vous avez des créances à recouvrer, effectivement, vous savez combien on vous doit. Je ne donne aucunement de crédit au communiqué d'un gouvernement. Nous connaissons les sources officielles d'information dans un pays. Un gouvernement n'a jamais les sources officielles. Ce n'est pas une source, c'est une source officielle, mais ce n'est pas une source crédible. Vous comprenez, en matière journalistique, vous le savez, la source officielle n'est pas la source crédible. C'est que la source du gouvernement, ou bien le communiqué du gouvernement, ou bien le reportage d'une rencontre n'est pas la vérité. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement au cours de la rencontre. C'est pour ça que ce que moi je veux seulement, c'est qu'il y ait un débat contradictoire entre les acteurs qui ont gouverné ce pays, qui gouvernent, pour que la vérité. L'autre aspect est que le Parlement que nous avons, le Parlement peut interpeller à travers une question ou bien une question orale ou bien une question écrite au gouvernement pour dire nous voulons la vérité des chiffres. Sortez-nous les chiffres réels de la gouvernance de Bouni-Yaï à la sortie du régime et à ce jour. Et que nous ayons les tableaux comparatifs pour savoir ce qu'il y en est réellement. C'est le rôle encore du Parlement. Et le Parlement peut se saisir de ces questions, qui sont des questions majeures. Parce qu'on parle des milliards et du contribuable béninois. Si éventuellement ce que l'autre dit est vrai, et qu'aujourd'hui on nous dit quelque chose d'autre qui n'est pas vrai, c'est le Béninois qui en paie. Et il faut simplement que les deux jouent, que vous les gens de médias, vous jouez votre rôle et que le Parlement joue son rôle. Et qu'on nous clarifie. Parce qu'on ne va jamais s'en sortir tant que c'est Bouni-Yaï qui parle et que le Talon parle. Mais quand les chiffres sont là et des sources crédibles, on pourra faire le débat après. Sur la même question. Oui, je crois que... Bon, j'ai lu entre les lignes les déclarations de Yahi Boni, mais je crois avoir compris que, en fait, le président Yahi Boni n'a pas nié les chiffres, mais il est resté dans un doute. En tout cas, il n'en a pas connaissance. Voilà, je n'en ai pas connaissance, ne suffit pas que c'est faux. Moi, je n'en ai pas connaissance. Ça veut dire que, à la réalité, ça peut être ça. Donc, il n'a pas nié les chiffres. Et il va plus loin pour dire, bon, même si c'est vrai, moi-même, j'ai apuré près de 180 milliards d'un précédent régime qui m'est transféré d'un autre président. Donc, en réalité, le président Yahi Boni n'a joué que sur les mots. Il a accepté le principe. Et je dois dire à M. Delors-Faton que mais les chiffres dont vous parlez là, mais vous pensez qu'on peut annoncer les chiffres comme ça? Mais ça le connaît. Non, je dis là. C'est plusieurs fois que j'ai dit ça entre sur les chiffres officiels et les chiffres crédibles, je suis un formateur, on sait qu'il y a une différence. Vous comprenez? Oui. Chiffres officiels et crédibles, il y a une différence entre les deux. Mais tu vas trouver les chiffres crédibles. Les journalistes le savent. Non, ce n'est pas les journalistes seuls. Lorsqu'on va te dire va chercher les chiffres là, est-ce qu'il y a deux bandes de données? Il y a un mécanisme par lequel on fait le recoupement pour savoir les chiffres crédibles, les chiffres officiels. Il y a un mécanisme connu de tout le monde. Finalement, tu iras chercher les chiffres officiels et chercher des croisements dans les chiffres officiels. Comment tu vas? Ceux qui le font, c'est un métier. Ceux qui le font savent comment le faire. Et quand le Parlement demandera au gouvernement
de fournir les chiffres, d'autres sources vont sortir avec d'autres chiffres pour aider à faire le bon débat. Avant que vous ne continuiez, ce qui est surprenant dans cette histoire, il y a une troisième partie, les syndicats. Oui. Alors, si il y a erreur ou méprise sur les chiffres, c'est les premiers indexés. Pourquoi ne réagissent-ils pas? Vous savez, les syndicats... Ils étaient tout contents. Non, on vous annonce 15 milliards. Ils connaissent l'encours de la dette. On vous annonce 15 milliards. Oui. Vous comprenez? Et vous, c'est que il y a obligatoirement une question de posture ou bien d'opportunisme. Non, ce n'est même pas un problème d'opportunisme. Oui. On me doit de l'argent. Quelqu'un me doit 100 francs. Oui. Et il me paye 25 francs. Je sais que ça reste 75 francs. Je ne vais pas chercher à savoir où il a trouvé les 25 francs. Est-ce que quelqu'un lui devait, il lui est venu rembourser tout ce processus? C'est pas ça qui importe au niveau des centrales syndicales. C'est qu'ils aient l'argent. C'est qu'ils aient Ça veut l'argent. dire qu'eux ne sont pas aujourd'hui sources crédibles. Oui, non. Vous comprenez? Pour eux, leur Non, problème, c'est d'avoir l'argent. qu'est-ce que tu mets dans Supposons que les dettes dont on parle là Oui. datent de 2016 à 2020. Vous comprenez? Et que le gouvernement, par tous les classiques, disent que c'est depuis 2016. C'est que c'est depuis 2015 peut-être. Alors qu'en réalité, les dettes datent de 2016 à 2020. Vous comprenez? Et que le gouvernement trouve le moyen pour annoncer, les syndicalistes, ils ont un seul problème. Est-ce qu'on va leur payer les dettes? Il ne faut pas créer de polémique. Parce que le gouvernement peut passer sous silence la période réelle de dette pour dire ça, c'est de 2016 à maintenant les dettes. Mais nous disons que ça n'est pas les dettes que nous avons héritées. Les syndicalistes, leur problème, ce n'est pas de savoir si c'est de Yaïboni ou de Allons. Est-ce qu'on leur paie? Est-ce qu'ils vont individuellement avoir de l'argent dans leur poche? Leur débat s'arrête, eux, est là. Mais ce n'est pas à eux de dire si c'est de Iboni Yahi ou bien de Patrice Talon ou pas. Mais ce qu'eux disent. Vous décrivez des syndicalistes bien naïfs. Non, c'est pas naïf. C'est pas de la naïveté. Vous savez. C'est de l'opportunisme. D'accord, laissez-le finir. Moi, je ne peux même pas dire que c'est de l'opportunisme puisque, bon, je ne sais pas, je ne connais pas votre parcours syndical. Moi, je n'ai pas été syndicaliste. Ah, moi j'ai été syndicaliste. Et je sais que les gens que vous voyez là, c'est des gens qui ont beaucoup de données. Si ces chiffres ne dataient pas, puisque tous ceux qui ont de... En réalité, on n'a même pas besoin de beaucoup réfléchir pour savoir qu'effectivement, ces dettes sont héritées. Je ne nie pas que les dettes puissent être héritées de Yaïboni ou pas. Je dis qu'on nous donne la vérité des chiffres et qu'on confronte les chiffres, on serait tranquille. Parce que j'ai dit au départ, que la question préludaire pour moi, ce n'est pas que Boni Yahi réagit, que Patrice Talon réagit. C'est que les travailleurs béninois entrent en possession de leur dû. C'est la question principale. Mais de manière à ce soir, on peut faire d'autres débats pour animer l'espace politique, pour dynamiser quand même le vécu commun. C'est important. Et que la démocratie telle que nous l'avons héritée, je dirais, ou peut-être que nous la concevons, elle puisse s'épanouir. C'est à travers la clarification des points d'ombre que la démocratie est une valeur. Si on ne clarifie pas les points d'ombre, on est dans une nébuleuse et on n'est plus en démocratie. Et vous savez, il faut qu'on quitte l'amalgame. Les seuls chiffres qui sont les chiffres officiels, c'est les chiffres qui sont au niveau de l'État, qui sont les chiffres officiels. Quels chiffres dont tu parles là, tu iras les chercher où? Si on parle aujourd'hui de cette dette-là, tu vas te référer au tableau des opérations financières et du budget. Et c'est tout. Et c'est là où tu iras chercher les chiffres. Tu n'as pas encore à aller créer d'autres sources. Donc, ces chiffres dont on parle là, on peut les retrouver facilement. Et de façon factuelle, lorsque vous prenez en réalité, vous savez, le gouvernement de Yahi Boni, c'est un gouvernement qui a... C'est sous ce gouvernement qu'on a fait le reversement. Et c'est sous ce gouvernement qu'on a mis en formation encore les reversés. Et ça fait donc un encours de dette assez élevé. En réalité, à partir de ce moment, est-ce que c'était pas le point, vous parlez de communication politique, voilà. Est-ce que c'était pas le point qui voulait être touché? Voilà, donc en réalité, moi je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. C'est pourquoi moi je ne fais aucun doute que ces chiffres soient des chiffres hérités. Mais à l'évidence, Boni Yahi conteste ce que le gouvernement Patrice Talon dit. Ou bien, il a été chef de l'État. C'est-à-dire que lui aussi a des données sur lui. Non, il ne conteste pas. Il met en doute. Il n'a même pas de doute. C'est-à-dire qu'il voit l'effet politique de cette annonce de ce gouvernement et il voit la période et il sait que s'il laisse les choses comme telles, c'est que ça va lui prendre un coup. Il faut trouver des formules pour quand même agir sur la conscience des citoyens pour ne pas croire, pour que ces chiffres ne les emportent pas. Parce que 15 milliards... Est-ce que vous savez quand même que
quand vous parlez de chiffres officiels, parce qu'il faut que les gens comprennent de quoi nous parlons. Laisse-moi aller au bout Non, de non, tes idées, non. Quand, Peut-être vous laisser aller au bout de tes non, non, pensées. mais ça nous qu'on a tendance à dire les chiffres officiels. Supposons qu'on finisse un budget, un exercice budgétaire, et que le gouvernement donne les chiffres officiels. Et pourquoi après on met en place des enquêtes pour faire des audits? On a les chiffres officiels qui ont montré qu'on a exécuté les projets qu'on sort. Mais pourtant, on met en place des commissions d'enquête pour aller vérifier si ce qui est officiel. C'est le mécanisme de gouvernance. Non, c'est-à-dire qu'on veut vérifier si ce qui est officiel est crédible. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il faut comprendre les deux concepts. L'officialisation des chiffres ne donne pas, ne prouve pas leur véracité. Vous comprenez ça? Parce que le gouvernement a annoncé les chiffres, ou bien les ministères sectoriels ont donné des chiffres au gouvernement. Le chef d'État est venu annoncer qui veut dire que les chiffres sont vrais. Maintenant, les 180 milliards qu'il y a besoin d'appuyer là, est-ce que ça là c'est vrai? Je ne le sais pas. Ah, bon, d'accord. Donc, finissez. Donc, je crois que il faut pas qu'on mette la politique dans tout. Les travailleurs sont en train de prier pour que le chef de l'État les entende, que le gouvernement les entende. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a sorti plus de 15 milliards. On n'a pas encore sorti Non, c'est avec effet média. C'est avec effet média. Si tu es concerné, tu l'auras. Ça dit qu'il faut pas, il faut voir. Moi, je ne jette pas de fleurs à ce gouvernement. C'est un gouvernement qui ne dit oui vous savez quand même que lorsqu'il est prêt. Vous savez quand même que c'est une annonce politique. Pourquoi avoir attendu 6 mois? Parce que vous savez, c'est comme si votre régime... On ne peut pas, puisque un gouvernement, c'est d'abord une structure politique. Donc, vouloir dissocier ce que le gouvernement fait de la politique, ce n'est pas possible. Qu'on l'ait annoncé, même au moment où le président Talon est venu, vous avez dit que c'est la politique. Qu'on l'ait annoncé à la fin, quel que soit le moment où on va l'annoncer, vous avez dit que c'est la politique. Le chef de l'État a dit il y a 2 semaines. Mais c'est normal, non? Il a dit qu'il est impopulaire. Oui. Et il annonce une mesure populiste. Non, à 6 mois des élections. On ne peut pas dire que ce soit populiste. C'est un contrat gouvernement. Pourquoi avant, au moment où il appuierait? Pourquoi? Parce que il a dit que ça a toujours été, Il a dit, écoutez, ça a toujours été. Monsieur Javier, je crois que bien avant les 15 milliards, le gouvernement a pris des dispositions d'appurement de 1 milliard par mois. Ça, c'est bien avant. Je n'ai pas dit le contraire, mais il n'y a jamais eu une rencontre syndicat-gouvernement pour le dire comme on l'a fait maintenant. Ah non, c'est des mesures. Ils ont déjà appuyé 50%. Oui. Pour les 50%, il n'y a jamais eu une rencontre syndicat-gouvernement pour que le communiqué sorte. Les années précédentes, il y en a eu. Il n'y a jamais eu une rencontre syndicat-gouvernement à sortir de laquelle une annonce pareille a été faite. Vous comprenez? Que le chef de l'État est annoncé officiellement, il n'y a jamais eu ça. Ça veut dire si aujourd'hui on le fait alors qu'il se dit impopulaire, il sait qu'il est impopulaire, nous savons tous qu'il est impopulaire, c'est une mesure populiste. Mais ce qui est bien dans l'affaire, le Béninois est tellement intelligent. Et c'est le seul peuple que le blanc même connaît, que nous sommes tellement intelligents qu'on ne nous emballe pas. Cette mesure, c'est bien, les gars, les travailleurs, ils vont prendre leur sous. Et ils seront contents. Mais ça n'aura aucun effet politique. Ça n'aura aucun effet politique. Parce que vous savez, c'est pas après 4 ans qu'on vous jette 15 milliards comme des animaux affamés, qu'on va vous faire laver le cerveau pour que de maintenant à 2021, vous deveniez un amoureux de quelqu'un qui vous a affamé durant 4 ans ou 5 ans. Non, c'est faux. Cette mesure populiste, il aurait fallu simplement qu'on le fasse comme on le faisait hier, pour que les dettes soient apurées et qu'on arrête de communiquer autour. Les dettes ont été constamment apurées. Ce n'est pas la première fois que les dettes Tous ont été constamment apurées. Tous les gouvernements l'ont fait. Sogo l'a fait, Kérékou l'a fait, Yaïboun l'a fait. Alors c'est fera. Je crois que c'est ce qui est difficile chez le Béninois. Si on n'a pas apuré, on va utiliser ça pour faire la politique. On a apuré, on utilise ça encore pour faire la politique. Parce que celui qui l'a apuré veut faire la politique, on va la faire avec lui. Vous voyez, non. En apurant, il veut faire la politique avec ça. Nous aussi, nous allons faire avec la politique. S'il avait apuré sans le côté politique et populiste, il y a qu'un problème. Mais non, il veut faire la politique. Nous aussi, nous allons la faire avec lui. Et c'est la politique. Pourquoi vous refusez qu'il ne fasse pas la politique avec ça? Il est libre d'en faire la politique. C'est pour ça que nous aussi, nous en faisons. Et nous disons non, maintenant, c'est pas la politique que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de détruire le peuple. Parce que ce qu'on a fait de bon, vous voulez tout faire pour qu'on ait une mauvaise perception de ce qu'on a fait de bon. C'est comme la soirée dont on parle là. Les gens comme vous là, c'est sûr que vous passez tous les jours.
Mais pourtant, vous n'êtes jamais prêt à reconnaître qu'il y a quelque chose qui se fait. Ça fait 15 ans que je vais chez moi à Djoun et je passe sur une bitume qui a été faite par les deux gouvernements précédents. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Ce que j'aurais voulu, mesurer le criminalité qu'il y a à Cotonou. Et mesurer le criminalité qu'il y a à Cotonou. Et prenez ça, comparez ça aux grandes voies qui ont été faites sous le régime précédent. Ce n'est pas le même effet. Sous le régime précédent, vous verrez que c'est du saupoudrage, c'est de la manipulation politique qu'on fait. Tu sais bien de quoi tu parles. Votre président a été clair, il a dit lui-même que le régime précédent a mobilisé plus de 1000 et quelques milliards pour les routes avant son arrivée. Il n'a pas dit ça en tant que candidat, il a dit en tant que chef de l'État. Vous comprenez? Et aujourd'hui, vous prenez ça comme un acquis. Excusez-moi, ayez un peu de l'humilité pour reconnaître que cette affaire d'assatage, ce n'est pas une réalisation dont vous pouvez vous gargariser. Il faut laisser ça de côté. Parlez d'autre chose que de parler. C'est parce qu'apparemment, depuis 4 ans, vous n'avez qu'un seul mot à la bouche. Vous ne connaissez que ça. Et c'est malheureux. Ça veut dire que vous avez parlé 5 ans à ne parler que de... Maintenant, le président Talon n'a rien fait. Depuis qu'il est venu là, il n'a rien fait. Je dis, dites autre chose. Si on dit, ne parlez plus d'assatage. Qu'est-ce qu'on dit là? Vous dites que c'est faux. Non, je dis, ne parlez plus d'assatage au moins. Bon, trouvez un autre mot ou bien une autre action qui soit plus... Non, trouvez-nous ça. Trouve-moi ça. Puisque vous le trouvez. Vous, si on trouve chaque fois, vous dites que c'est faux. Ce que vous trouvez comme action extraordinaire que vous avez faite, c'est d'asservir les jeunes béninois avec 30 heures pour qu'ils puissent être enseignants, alors qu'on sait qu'un enseignant a besoin de la même masse d'horaires pour faire les cours et corriger les copies. C'est-à-dire que l'enseignant béninois aujourd'hui, le jeune béninois aujourd'hui, il y a 60 heures par semaine de travail. Ça, c'est ce que vous avez fait qui est un exploit. C'est un exploit. C'est un exploit. C'est bon. Vous finissez sur on finit sur ce sujet. Pour en finir, je vais nuancer un peu parce que j'ai vu des gens qui répètent ça et ça m'étonne qu'un universitaire fasse une analyse de la rue par rapport à ce que le chef de l'État a dit en disant que qu'il a pris des décisions impopulaires. Non, qu'il assume d'être impopulaire. Qu'il assume d'être impopulaire. Au fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est aussi simple. C'est-à-dire que je suis revenu, tel que moi j'analyse, je suis venu retrouver un état des lieux très difficile. Et si je dois tenir compte du fait qu'on doit toujours bien parler de moi, je risque encore de laisser ce qui est bon pour l'ensemble des Béninois et de craindre ces émissaires, fauteurs de troubles qui sont dans le pays pour me rendre impopulaire. Donc je ne les ai pas vus. J'ai tenu compte de ce qui a rendu le grand groupe et j'ai avancé. Au fait, c'est ça ce qu'il voulait dire. Ça veut dire que... quelqu'un ne peut pas dire que... Pour vous, animer la démocratie, c'est être fauteuil de trouble. Non. Dis le contexte que vous dites, c'est le fauteuil de trouble. Au fait, qu'est-ce que je... Dis que ce que vous dites n'est pas juste, c'est qu'ils sont devenus fauteuil de trouble. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que... Et moi, je ne suis pas ici. Je ne suis pas ici dans un amphi. Je ne suis pas dans un amphi ici. Je ne suis pas dans un amphi ici. Ce que je à la télévision. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. Lorsque, vous savez, moi j'ai... Tout ce que le... Bon, je ne suis pas à la place du président Patrice Talon. Mais, de ma petite expérience, toute petite expérience de parcours politique, je sais bien ce qu'il vit là. C'est très difficile. Il a choisi. Ce qu'il vit là. Peut-être que les gens ne savent pas. Vous savez, je vais le dire, tu vas aller vérifier. Moi, j'avais fait une émission sur OCFM 3 ou 4 mois après l'élection du chef de l'État. J'étais le premier Béninois à dire que le président Patrice Talon doit faire 10 ans. Et qu'on ne peut pas réviser la Constitution sous la 7e législature. Je l'ai dit 3 ou 4 mois après son élection. Tu peux aller vérifier. Personne ne l'avait dit. J'étais le premier à le dire. Mais les deux choses se sont réalisées. Je sais que le président Patrice Talon par la candidature sera candidat. Parce que moi, je sais, pour avoir pratiqué un peu les gens, que lorsque vous voulez réformer, celui que vous voulez réformer, lui-même, il ne dort pas. Il ne dort pas. Lui aussi, il est dans des stratégies pour vous empêcher de réformer parce que c'est ses intérêts qui sont bougés. Et en fait, c'est ça le président parle sous-jacent. C'est-à-dire, quand je veux faire le bien des Béninois, il y a des gens dont les intérêts ne sont pas servis, qui sont bougés, et qui sont en bas, et qui peuvent me faire des crocs en jambes pour me rendre impopulaire. Mais je n'ai pas tenu compte de cela. J'ai avancé dans l'espoir qu'un jour, le Béninois verra la réalité. Aujourd'hui, tout le monde voit la réalité. Je vais vous donner un simple exemple. Lorsqu'on a commencé par déguerpir les gens au bord de la voie,
Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme tollé, tel que vous l'avez exploité. Mais après l'asphaltage, là, prenez encore votre micro-trottoir pour aller chez les gens qu'on a déguerpis là, et qui ont vu qu'on a tracé les routes là, et demander leur opinion, pour voir s'ils vont encore tenir le même langage que vous l'avez communiqué avant. Ça veut dire que ce que le président dit, à un moment donné, ceux dont je bouleverse les intérêts peuvent me rendre impopulaire, mais à l'épreuve du temps, les vrais bénéficiaires, que sont les Béninois, comprendront que, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'interprétation qu'il faut faire, et non l'interprétation politique que vous faites là, pour pouvoir maintenant chercher à rendre vraiment impopulaire. C'est ça la question. Vous avez vu tout à l'heure, il a parlé tout le temps. Non, c'est toi qui as plus de temps que moi. Aucun Béninois n'a compris ce qu'il a dit. C'est toi qui Il n'y a que lui qui a compris ce qu'il a dit. Il n'y a que lui qui a compris ce qu'il a dit. Parce que les Béninois savent que le chef d'État est impopulaire. Lui-même sait qu'il est impopulaire. Et ce n'est pas nous qui allons dire aux gens qu'il est impopulaire. Il parle de gens qu'on a déguerpis. Sur ceux qu'on a déguerpis, combien ont vu les routes passant devant leur maison, aujourd'hui réhabilitées ou bien construites, pour qu'ils ne soient pas... les marchés sont en construction. Pour qu'il n'ait pas envers lui un sentiment d'impopularité. Ils seront relogés. Les marchés sont en construction, ils seront relogés. Monsieur Adoukonou. Quand ils seront encore relogés, ceux qui ils vont... Avec le temps là, vous n'allez voir personne derrière vous. Nous n'avons pas besoin même de faire campagne. Pour que Patrice Talon soit battu en 2021, on n'a pas besoin de faire campagne. Lui-même fait campagne pour nous tous les jours. Parce qu'il fait campagne, il continue de faire campagne pour nous tous les jours. Parce que le Béninois est tellement intelligent. Aujourd'hui, il y a une tendance qui fait croire aux gens que les gens sont satisfaits. Alors qu'ils sont tous déboussolés. Et c'est une consternation totale. Ils sont dépassés par les événements. Ils disent, croisons les bras, attendons le rendez-vous fatidique. C'est pour ça que vous avez peur que le jeu soit ouvert. Et que les gens puissent comprendre d'avance le jeu. Ce qui est sûr, est très sûr, c'est moi je viens sur des plateaux. Monsieur Adoukonou. Tu l'as tenu avant les communales. Monsieur Adoukonou. La FCB a été aux élections. Monsieur Adoukonou. On a fait le point. Monsieur Adoukonou. L'Union progressive et le Bloc républicain, d'une manière ou d'une autre, ont porté la marque du président de la République. Et tu as tenu ce discours-là avant. On a été aux élections. La FCB a ramassé toutes les communes. C'est ça, non? Monsieur Adoukonou. Ça veut dire que ce que tu dis là, c'est faux. Ce qui est vrai là, c'est ce que moi il dit. Parce que dans les urnes, les Béninois ont réagi dans mon sens. Tu vois, c'est ça. Donc, puisque le BR est l'UP, nous n'avons pas fait la campagne sans que les gens ne sachent que nous défendons le président qui est là. Si tel que tu dis là, si c'est comme ça que les gens réagissent, la FCB aurait ramassé. Monsieur Adoukonou, ce qui serait intéressant. Le peuple n'est que dans mon analyse. En 2021, on ne votera pas pour Y dans les communes. On votera pour votre champion qui a fait les réactions les plus extraordinaires. On verra. Que le peuple aime aujourd'hui. Comme c'est avec lui qu'on va voter, qu'il soit candidat, et on votera, on verra si le peuple l'aime réellement ou pas. Mais moi, je vais dire une chose à M. Adoukonou. Je viens sur le plateau, non pas comme un enseignant, mais comme un acteur politique qui parle au peuple. Et le peuple est dans la rue, comme je suis dans la rue. Je ne peux que tenir un discours de rue et tenir compte des arguments des hommes de la rue pour qu'ils comprennent ce que je dis. C'est pour ça que je ne tiendrai pas ici sur un plateau un discours d'académicien ou bien un discours quand même d'université ou un discours d'enfant. Non, moi je parle de rue en tant que manque d'analyse. Toi, un universitaire, tu dois faire d'analyse. Moi je parle de rue en tant que quelqu'un qui nous allons faire la transition. Qui manque d'analyse. Un universitaire ne peut pas dire qu'il est en train de se parler comme les gens de la rue. Non, tu dois avoir un sens de raisonnement. Monsieur Adoukonou, il nous reste avoir une logique dans tes il nous reste au plus une dizaine de minutes. La transition est bien faite pour 2021. On a de plus en plus, pratiquement chaque semaine, ou chaque 10 jours, la société civile, différents groupes, on voit on va dire, publie des récriminations, on va l'appeler comme ça, des récriminations contre le processus en cours. La dernière sortie, c'est celle du groupe national de contact où on parle de la durée du mandat. Certains considèrent, ce groupe considère qu'au 5 avril 2021, que le Patrice Talon, au soir du 5 avril, Patrice Talon n'est plus président de la République. Il y a une certaine interprétation de la loi constitutionnelle. On demande de revenir carrément à la loi électorale d'avant 2016. D'autres, il y a une vague de « laissez-moi choisir mon candidat ». Bref, il y a tout un fourre-tout qui en appelle à changer complètement Kazakh. Est-ce que, ce qui est important ici, ce dont je souhaiterais qu'on parle, est-ce que tout cela ne participe pas d'un certain chantage à la paix? Parce qu'on agite le chiffon rouge,
on a parlé de scénario Wahala. Bon, est-ce qu'on n'est pas là dans une forme de chantage? Vous voyez, prenez notre position, sinon le pays sera déstabilisé, sinon il y aura ci, il y aura ça. Est-ce que dire qu'il y a danger fait que le danger n'existe pas ou fait que le danger disparaît? Vous allez répondre. Dire qu'il y a danger fait seulement attirer l'attention des gens sur un fait. Non, là on n'attire pas l'attention, on dit faites ça, sinon il y aura ça. Non. Les gens mettent d'abord l'accent sur un phénomène, sur un problème. Entre la politique, la morale, l'éthique, il y a la différence. Mais l'idéal aurait voulu que la politique fasse recours à l'éthique et à la morale. L'idéal aurait voulu. Mais quand les gens ne veulent pas mettre les trois ensemble dans un même panier et choisissent de les saucissonner, il y a problème. Parce qu'aujourd'hui, à la vérité, et suivant la morale, suivant le bon sens, le président Patrice Talon a été élu et investi le 6 avril 2016. Et la constitution sur laquelle il a été élu dit qu'il est élu pour un mandat de 5 ans. Et que son mandat finit le 5 ans à 0 heure pile. Si il arrive à prolonger son mandat, ce n'est pas éthique ni moral. Si c'est la politique, on en discutera dans le domaine de la politique. Mais sur le plan de l'éthique et de la morale, il n'est pas élu pour un mandat de 5 ans, 45 jours. Il est élu pour un mandat de 5 ans, impérativement 5 ans. Alors, ceux qui disent que dépasser le 6 avril, il n'est plus président, ils disent quelque chose, ils disent une vérité incontestable sur laquelle on peut faire le débat. Mais nier cette vérité, ce n'est pas moral, ce n'est pas éthique. C'est contraire au principe fondateur sur lequel il a été élu. Mais quand on rentre dans la politique et que les gens veulent faire la politique de la ruse, de la rage, telle qu'ils la font, on peut comprendre ce qui est en cours. Mais moi, je suis acteur politique. Les autres, ils sont des acteurs de la société civile. Et ce qu'ils disent est pertinent. Parce que c'est une crise de légitimité qui se pose par rapport à la base sur laquelle il a été élu. Parce qu'on ne change pas les règles du jeu en cours du jeu. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils ont le pouvoir d'État en main. Ils ont le pouvoir législatif en main. Et ils ont choisi délibérément, à travers la révision de la Constitution du 11 décembre 1990, de rallonger le mandat de 45 jours. C'est un vol. Le mot est clair, c'est un vol de 45 jours du mandat du chef de l'État. Si d'autres voient qu'il y a une décision chrysogène, permettez-leur de voir des décisions chrysogènes. Ce qui est heureux est que le problème se pose plus tôt et qu'on y réfléchisse pour que la crise ne naisse pas. Je suis obligé de préciser un point. Quand vous dites un vol, la seule institution qui est habilitée à donner quitus à ce changement, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle... C'est pour ça que j'ai dit, on ne change pas. J'ai fait une décision entre 3 choses. La politique, la morale et l'éthique. Sur le plan éthique et moral, c'est un vol. Sur le plan politique, on pourra faire notre débat. Bon, je vais répondre, mais monsieur Xavier, vous allez permettre... Allez-y. On aura une autre émission pour vraiment parcourir tout ce que la société civile dit là, parce que c'est des choses qu'il faut apprécier sous des angles vraiment techniques pour que les gens comprennent. Mais avec le peu de temps qu'on a, je vais... Sur ce point. Voilà. Moi, j'ai... Bon, la première chose que je peux dire, c'est que ceux qui récriminent aujourd'hui, je ne les accuse pas de récriminer, puisqu'ils sont des citoyens béninois et qu'ils ont leur droit civil et politique d'intervenir. Mais je les accuse d'être en retard. Parce que au moment où on a révisé la Constitution et que cette Constitution devait subir le contrôle de constitutionnalité, c'était le moment le plus propice. C'était le moment le plus propice pour que ceux-là puissent vraiment critiquer cet aspect des choses au fait de permettre au juge constitutionnel qui intervient, qui est un juge particulier parce qu'il intervenant dans le champ de la politique et qui donc, avant de prendre cette décision, non seulement il voit la Constitution, mais il regarde partout. Ils auraient peut-être intervenu en ce moment et je suppose que cela aurait peut-être attiré l'attention du juge. C'est un exemple que je dis. Donc, ils sont venus en retard. Deuxième chose, ce que vous venez de dire, c'est que lorsque vraiment ça les tient à cœur, l'institution
constitutionnelle qui est prévue pour en débattre, c'est la Cour constitutionnelle. Quand bien même il y a l'autorité de la chose jugée, peut-être le juge constitutionnel peut estimer qu'il y a une erreur matérielle, je ne sais pas, mais il n'a qu'à s'adresser à la Cour. Maintenant, mon avis même personnel par rapport à ces problèmes de 45 jours. Le premier problème que je vais poser, c'est que le mandat de 5 ans, c'est par rapport à la Constitution de 1990. 5 ans plus les 45 jours dont on parle, c'est par rapport à la Constitution de 1990 révisée. Ce n'est pas la même chose. Constitution de 1990 révisée. Donc, c'est dans la révision que nous avons maintenant ce problème de 45 jours qui s'est ajouté. Le vrai problème qu'il faut se poser, est-ce que le pouvoir de révision a la possibilité de rajouter 45 jours au mandat? Dans ce contexte, la réponse, moi, je dis oui. Pourquoi? Parce que, au fait, lorsque je parle de révision constitutionnelle, il s'agit de quoi en fait? Je donne exactement la définition que donne le vocabulaire juridique de Gérard Cornu. Parce que pour qu'on ne fasse pas d'amagal. C'est le réexamen d'un corps de règles en vue de son amélioration. Ça veut dire que le corps de règles subsiste. Le corps de règles ici, c'est le mandat de 5 ans. La révision n'a pas changé le mandat de 5 ans. Le corps de règles est là, le mandat de 5 ans. C'est spécialement pour ce cas de figure que le président va se voir ajouter 45 jours. Mais pour ce qui va suivre, ça va être 5 ans, 5 ans, 5 ans. Donc, le corps de règles même n'a pas changé. Donc, le pouvoir de révision peut le faire. Maintenant, les 45 jours qui sont ajoutés, c'est en fait, puisque nous sommes allés aux élections générales et on a retiré le pouvoir de convocation du corps électoral au chef de l'État dans cette révision-là. Et donc, il fallait fixer désormais les dates des élections. Et certainement, c'est pour... De façon incompressible. Incompressible. Donc, c'est pour harmoniser certainement les dates que ces petits décalages sont intervenus. Mais du point de vue constitutionnel, ce n'est pas quelque chose encore où on peut... Puis il y a une révision qui a conduit là. Ce n'est pas que la Constitution de 1990 est intacte et le président a dit je vais ajouter 45 jours. Non. C'est le pouvoir de révision qui a ajouté 45 jours. Et la Constitution même a prévu que oui, on peut me réviser. Et en révisant, les limites qu'on ne doit pas toucher sont prévues, on n'en a pas touché. Donc moi, je pense que la décision de la Cour constitutionnelle qui dit que c'est conforme, pour moi, c'est vrai, c'est conforme. Vous savez, c'est comme si M. Adokoro n'est pas resté au Bénin durant la période où la Constitution a été révisée. Personne n'a vu la Constitution. Personne ne l'a vu. Quand ça a quitté le Parlement, on ne l'a pas vu avant que la Cour n'en prenne possession. Habituellement, habituellement, on connaît. Quand une loi est votée, oui, les réseaux sociaux, les médias et les journalistes ont possession de la loi toujours. Et on a le temps de discuter de la loi qu'on sort. Personne n'a vu la mouture de la Constitution votée au Parlement. C'est la mouture que la Cour constitutionnelle a validée que nous avons vue. Et ça veut dire que quand il demande à la société civile de réagir entre les deux instances, personne ne peut réagir. Premier constat. Second constat, quand il parle du mandat du chef de l'État, la Constitution de 90 avait précisé quelque chose de fondamental. On connaît la date de l'investiture du chef de l'État. Ça veut dire que le mandat, c'est le seul mandat qui était un mandat encadré et régulé. Le mandat des députés n'est pas régulé. Celui des conseillers communaux et consorts n'est pas régulé. Ça veut dire que le seul mandat qui avait des bonnes fiches, c'était le mandat du chef de l'État. Il aurait simplement fallu aligner les autres mandats. Sur ce mandat, le débat est clos. Parce que quand on dit que c'est à cause des élections générales, je dis, il y a derrière cette révision, cette forme de rallonge du mandat du chef de l'État, une stratégie politique. C'est que derrière, il y a un symbolisme d'engager le second mandat. C'est que le chef d'État veut rentrer dans le second mandat sans avoir été élu. Ça, c'est la stratégie politique. Il commence un autre mandat comme s'il est élu. Alors que personne ne l'a élu pour un second mandat. C'est que c'est la Cour constitutionnelle qui va l'élire du 6 au 23, 6 avril au 23 mai. C'est le député de ce Parlement que nous connaissons et la Cour constitutionnelle qui vont l'élire.
C'est-à-dire qu'il n'est pas l'élu, il ne sera pas l'élu chef du peuple béninois entre le 6 et le 23. Et c'est là où le risque qu'énonce la société civile est vrai. Des Béninois peuvent choisir de désobéir. Ils peuvent choisir qu'on ne l'a pas élu pour cette période. Et c'est là où le risque est imminent. C'est pour ça qu'il dit qu'en parler aujourd'hui permet de faire un autre débat pour éviter d'éventuelles crises demain. Parce que les gens peuvent se dire qu'ils ne le reconnaissent pas parce qu'il n'a pas été élu. C'est de droit. Il faut qu'on fasse, qu'on fasse la politique de ne pas voir la vérité en face. Aujourd'hui, la logique aurait simplement été que la Cour constitutionnelle dise, comme le mandat est encadré, il faut seulement qu'on l'aligne. Et l'autre problème qui peut être d'une banalité, ceux qui ont fixé les élections dans le courant de mars, vous avez vu que les élections souvent se font dans cette période, mars, avril, les consorts, on connaît la problématique du Bénin. On connaît les saisons au Bénin. On sait que pour qu'il y ait élection, il faut qu'on la décale de la période des pluies. Donc en période de pluie, il peut pas avoir élection. Est-ce que c'est pas trop... Une pluie torrentielle le jour du vote peut empêcher qu'il y ait vote. Oui, on voit ça partout. Non, une pluie torrentielle, c'est comme dans si... Dans des pays comme les États-Unis où il y a des orages, pour rien qu'on dit que la Cour constitutionnelle, voter sous la pluie. Il y a les sages là-bas. Oui. Les membres de la Cour constitutionnelle sont pas jugés, ils sont des sages. Oui. Et ils devraient utiliser cette sagesse pour voir la philosophie qui a amené les gens à mettre les choses en ces états. Aujourd'hui, ils l'ont fait. Mais attendez-vous, il peut y avoir tout entre le 6 avril et le 23 avril prochain. Le 23 mai prochain, tout peut se passer dans ce pays. Il faut au moins qu'on ait conscience de cette réalité et qu'on en débatte bien contre les solutions qui s'imposent pour qu'on ne plonge pas dans notre crise qui ne dit pas son nom. Je crois que je voudrais relever une nuance rapidement parce que M. Delors dit que entre le 6 avril et le 23 mai, que le peuple n'aurait pas élu. Non, on ne l'a pas élu. Voilà. Non, c'est pas vrai. On ne l'a pas élu. C'est pas vrai parce que ceux qui ont voté, excusez-moi, ceux qui ont voté le 23 ou bien le 23 mars passé, en allant voter, ils votaient pour quelqu'un qui va élire pour 5 ans et finir son mandat le 6 avril. D'accord. Tout le reste, c'est la courbesie et la gymnastique. D'accord. Et ceux-là dont tu parles, depuis 90, ont émis le vœu qu'on peut réviser la Constitution à leur place. Parce que la Constitution est claire. Le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus et par voie de référendum. Et les députés, en tant que tels, sont les représentants élus du peuple et peuvent exercer la souveraineté à leur place. Dans le cas d'espèce, si les députés révisent la Constitution en respectant les règles qui y sont prescrites par le peuple, ils sont en train d'agir en lieu et nom du peuple. Donc c'est le peuple qui l'a fait. C'est ça. La révision de 2005, où les députés se sont donné le luxe de rallonger leur mandat, la Cour a rejeté cette révision. Parce qu'il ne peut pas changer les règles en leur profit. Aujourd'hui, non, la Cour constitutionnelle a rejeté et a dit que pour le faire, il faut un consensus préalable. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un consensus pour que cette révision... Aucun dialogue n'a jamais demandé de réviser la Constitution et de modifier le mandat de l'État. Aucun dialogue, les rapports sont là. Non. Aucun dialogue l'a dit. C'est pour ça que quelquefois, vous ne permettez pas à vos partenaires, à vos vis-à-vis, d'être avec vous dans de la vérité. Parce que souvent, vous avez tendance à biaiser les contrats, à biaiser les discours. À aucun moment, aucune formation politique de l'opposition ou de la mouvance n'a jamais demandé au dialogue politique de rallonger le mandat de chef de l'État. Personne n'a dit. Tu avais parlé tout à l'heure aucun consensus n'a eu lieu sur cette affaire. On va le laisser poursuivre. Oui, allez-y. Dans le dialogue politique dont j'ai les rapports, vous avez souhaité qu'il y ait les élections générales. D'abord, on n'a jamais demandé qu'il y ait un rallonge du mandat de chef de l'État. Je parle seulement, par exemple, des élections générales dont vous parlez. Vous avez mis le vœu qu'on ait les élections générales. Et les élections générales supposent l'alignement des mandats. Ça veut dire qu'il faut modifier les mandats qui sont constitutionnels pour pouvoir les aligner. Ça veut dire que demander les élections générales sous-entend demander la révision de la Constitution. Donc, au dialogue politique, tout ce que vous avez demandé, la plupart exigent la révision de la Constitution. Donc, vous avez demandé qu'on révise la Constitution.
Maintenant, en voulant réviser la Constitution, c'est le Parlement qui exerce ce pouvoir. Vous avez profité. Non, le mot profiter, vous avez profité. Oui, non, le mot profiter. Parce que comme vous êtes toujours aux affûts. Vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez. Mais moi, je dis que c'est le Parlement qui exerce le pouvoir législatif. Et en voulant réviser, le Parlement n'est pas tenu de réviser à la virgule ce que vous avez dit au dialogue politique. Puisque après tout, ceux qui sont les députés, ils ont pris en compte vos doléances et en ont profité pour exercer leur mandat en tant que député. C'est pas tout ce qu'on a dit au dialogue politique là, c'est ça qu'il faut faire nécessairement. A contrario, si vous demandez des choses au dialogue politique qui est nuisible pour le peuple, ils peuvent refuser. Donc, ce n'est pas que vous êtes situé député et ce que vous avez dit au dialogue politique là, on va transposer. Ne me parlez pas de consensus. Non, quand il y a consensus, c'est ce qu'on a dit qu'on les écoute. Non. Le consensus ne suppose pas l'unanimité. Sur un sujet, c'est le sujet que vous adoptez de manière consensuelle. Mais quand il y a un sujet qui n'a pas été évoqué, il n'y a pas consensus, il n'y a pas eu de débat sur cette question de rallonge du mandat. Il n'y a pas eu de débat même sur ça. Mais c'est pour faire l'aliment des mandats qu'on est arrivé là. En faisant vos calculs, l'aliment des mandats, est-ce que l'aliment des mandats pouvait se prémunir de ce décalage-là? Il n'y a eu aucun rapport entre les deux. Le seul mandat que la Constitution du Bénin a fixé avec des bornes réelles, c'est le mandat du chef de l'État. Le reste, aucun des autres mandats n'est fixé. C'est-à-dire qu'on peut modifier les autres mandats et les aligner sur le seul mandat fondamental. Le mandat des députés, c'est un mandat de 4 ans, mais qui a été prorogé dans ce pays. Personne ne connaît le jour. Personne ne connaît le jour de leur entrée en fonction et le jour de leur sortie. Aucune loi de la République ne l'a précisé. Pour les députés, pareil. Pour les communaux, pareil. Mais c'est pour le chef de l'État qui a été fixé. C'est quoi? C'est que la logique. La Cour constitutionnelle. Quelle Cour constitutionnelle? Cette Cour qui a déjà donné son aval à la Constitution, vous la révisez, vous la saisissez, elle ne peut pas faire un revirement juridique présidentiel. C'est possible. Elle ne la fera pas, c'est la même Cour. C'est parce que nous savons quand même qu'on connaît les coups de miracles. Bon, mais les miracles n'ont jamais eu lieu au niveau de la même Cour. Vous me donnez donc l'occasion de dire en réalité ce sera votre dernier tour. Cette société civile, cette société civile dont les lèvres prônent la paix et dont les comportements appellent à la guerre. Parce que cette société civile demande des choses qui vont conduire le pays aux événements du 1er mai que nous ne souhaitons pas. C'est petit à petit comme ça. Parce que c'est cette société civile aujourd'hui qui parle encore d'exclusion. Et je sais, puisque je suis un acteur politique, il suffit aujourd'hui qu'on dise que Komi Kouché sera candidat, Sébastien Adjaon sera candidat, il n'y aura plus d'exclusion. Vous allez voir, ils vont dire que parrainage, tout ça là, c'est bon. C'est parce que ces deux-là ont des difficultés à être candidats là. Qu'on dit qu'il y a exclusion, que le parrainage c'est ceci, que la société civile dit qu'il y a ceci, il y a cela. Il suffit qu'on dise aujourd'hui que les deux là seront candidats. Et vous allez voir que c'est fini. Donc tout ce qui se passe là, cette société civile doit faire très attention parce que le mot exclusion, là où ça nous a conduit, la fois passée, on sait. Et voilà qu'on commence par en utiliser encore un autre. Le parrainage n'est pas une exclusion. Et je crois que je dois profiter pour féliciter la FCBE. Parce que je sais qu'au moins, vous êtes mis dans la posture de tenter. Il faut tenter au moins. Contrairement à ceux qui disent, nous n'allons pas tenter. C'est un blocage. Et s'il y a un blocage, il va avoir ceci, il va avoir cela, il va avoir ceci. Après, c'est le peuple qui va en pâtir. Vous avez tenté, il vous félicite. Vous avez tenté. Non. Il n'a aucunement besoin de me féliciter. Je suis un acteur politique. Non. Mon parti politique a des postures politiques. Moi, je ne suis pas comme vous. Si a des postures politiques. Il n'y a rien de bien que nous avons fait. Nous sommes en politique et nous faisons le jeu politique. On s'arrête là. Je ne fais pas les débats de personnes. Mon débat, ce n'est pas un débat d'individus. C'est un débat de nation. Je dis qu'à partir du 6 avril prochain, il se peut que des citoyens qui disent qui ne reconnaissent pas le chef de l'État qui est là. Ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on dit qu'il y a crise. S'il se peut, qu'est-ce que nous faisons pour qu'on n'arrive pas à une situation explosive dans cette période-là? Nous sommes en temps politique, il faut qu'on en réfléchisse. Et contre le mécanisme qu'il faut. C'est vous qui en parlez, qui voulez aller nous dire. C'est pas nous qui en parlons. Vous voulez faire des 45 jours. C'est vous qui allez le dire. Oui, la société civile qui est le bras opérationnel de ceux-là. Ce que vous avez organisé et la société civile là, veut faire là, pendant les 45 jours là. Et il se peut là. C'est à vous de nous le dire. Monsieur pour nous là, je suis un homme politique. Je dis, sur le plan de la morale et sur le plan de l'éthique, il y a un problème. Que les gens l'évoquent, ils ont raison de l'évoquer. Mais quel point politique trouvons-nous
à cette situation. Parce que ce qu'ils disent ne manque pas de logique. Il faut reconnaître qu'ils ont la logique. Non, je suis d'accord. Alors, il y a la logique. S'il y a de la logique, nous qui sommes acteurs politiques, Voilà, le duel de ce dimanche, c'est politique, c'en est terminé. Merci de leur Faton. Ce fut animé. On va continuer le débat prochainement sur cette thématique. Merci. Mais cette société civile là. Merci, merci Antoine Adoukonou. Merci Antoine Adoukonou. Merci Antoine Adoukonou. Ça là, c'est pas société politique. Dimanche, c'est politique se poursuit dans quelques instants avec l'hebdo des éditorialistes. Nos chroniqueurs sont déjà là installés et nous allons. Merci de nous avoir suivis pour un autre duel. Rendez-vous pour dimanche prochain.